Donc les cyanobactéries sont un des soucis que nous rencontrons et que vous rencontrez plus particulièrement sur les sites de baignade et qui entraînent des fermetures au long des étés. Donc nous avons organisé ce Donc, webinaire ça n'atteint euh, rien. Je les vois en, pas. en espérant pouvoir vous partager des retours d'expérience de plusieurs de nos lauréats afin que vous puissiez aussi échanger et puis avoir un meilleur retour sur cette problématique. Voilà, le webinaire va se dérouler comme ceci. On va débuter par une présentation du lac d'Eda avec une contextualisation qui sera réalisée pour remettre du contexte dans la problématique et dans les actions qui ont été menées sur le lac d'Eda. Ensuite, une présentation de la gestion du lac et puis des actions qui ont été menées. Et puis, on laissera la parole à Madame Latour, qui nous donnera sa parole d'expert et puis son avis sur les cyanobactéries. Ensuite, nous passerons sur une présentation du lac de Catus avec une présentation un petit peu plus large sur le fonctionnement du département du Lot pour lutter justement contre ces cyanobactéries dans le cadre d'analyse d'eau de baignade. Et puis, nous passerons la parole à Monsieur Avisso et à Monsieur Thibaudot pour qu'ils nous présentent les problématiques qu'ils rencontrent sur Aiguzon-Chantôme. Et enfin, nous finirons par un retour d'expérience de la commune de Cournon d'Auvergne présenté par Lionel Roucan, qui est chargé de mission à la mairie et qui est référent pavillon bleu. Et sur ce site sur lequel vous avez pu aussi également mettre en place des actions pour lutter contre ces cyanobactéries. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Demure pour qu'il puisse commencer la présentation. Eh bien, je prends le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Camille Demure, en charge du développement touristique à Mondarvenne Communauté, qui est gestionnaire du lac d'Eda. Donc, je vais simplement vous présenter le site et un petit peu le contexte rapidement avant de laisser la parole aux spécialistes. Donc, Eda, c'est une commune de 2500 habitants qui est située dans le département du Puy-de-Dôme, à environ 25 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Cette commune accueille deux lacs d'origine volcanique, le lac de la Cassière et le lac d'Eda. Donc, lac d'Eda qui est l'objet de notre présentation du jour, puisque c'est le plus grand lac naturel d'Auvergne. Il a une surface d'environ 65 hectares. Ce site est également la porte d'entrée sud du bien Chêne des Puits-Failles de Limagne, donc qui est un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui draine une certaine clientèle touristique et qui apporte une certaine visibilité à ce territoire. Le lac d'Eda, il est labellisé Pavillon bleu depuis 2013 et il est donc géré par Mondarvenne Communauté grâce à un bail amphithéotique avec un propriétaire, bail qui court jusqu'en 2051. Et une surveillance de la baignade est proposée en juillet et août et également les 2 derniers week-ends de juin, les 2 premiers week-ends de septembre. Nous sommes également entrés dans une démarche zéro déchet et l'an passé et une démarche plage sans tabac cette année. Donc, on essaie de poursuivre un petit peu notre démarche de progrès autour de la gestion de ce plan d'eau. Ce qu'il faut savoir aussi sur le lac d'Eda, c'est qu'à côté de la plage, il y a un bâtiment assez important qui accueille le siège de l'Office de tourisme intercommunal et le siège de l'école de voile d'Eda, dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 250 000 € chaque année. Et donc, ce site, il draine un certain nombre d'excursionnistes en provenance de la métropole clermontoise. On a un bassin de vie d'environ 500 000 habitants qui est à une demi-heure de route de ce plan d'eau. Mais il draine aussi pas mal de touristes en séjour, ce qui fait qu'autour du lac, on compte quand même 53 hébergements touristiques, dont 2 hôtels, 4 campings et environ 1200 lits touristiques marchands. Donc, il y a une vraie économie autour de ce plan d'eau. Et donc, vous comprenez à quel point le lac et la qualité de son eau sont stratégiques pour l'économie locale. Une fermeture en saison peut mettre en danger un certain nombre d'activités. Je vous parlais de la base nautique, par exemple. La base nautique, c'est un chiffre d'affaires par semaine en haute saison d'environ 20 000 €. Donc, une fermeture, ça peut mettre en danger un certain nombre d'activités. Et c'est pour ça que les élus et les acteurs locaux se sont saisis de la question de la qualité de l'eau il y a bien longtemps.
et ont lancé un certain nombre d'actions à l'échelle du bassin versant, avec comme cheville ouvrière le syndicat mixte de la vallée de la Vert et de Lauzon, donc représenté aujourd'hui par Elisabeth Saillard, à qui je vais passer la parole pour qu'elle puisse un petit peu vous expliquer l'ensemble des mesures de gestion qui ont été mises en place sur ce plan d'eau. Du coup, quelques mots juste pour dire qui on est, nous, SMBVA, pour que vous compreniez bien le cadre d'intervention de nos actions. Donc, on a la compétence gestion des milieux aquatiques, en fait, sur le territoire de 28 communes, dont les 27 communes de Mont-d'Arverne Communauté. Et cette compétence, on l'a depuis 2005. Et on a aussi la compétence assainissement collectif sur le territoire de la commune d'Eda. Alors, tu peux passer. On est une petite équipe de 8 agents, donc 4 en gestion des milieux aquatiques. Alors nous, notre cadre d'intervention en termes de gestion des milieux aquatiques, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques en vue de contribuer à l'atteinte du bon état des eaux qui est imposée par la directive cadre européenne sur l'eau. Et notre échelle d'intervention, c'est l'échelle du bassin versant. Donc, je ne sais pas si cette notion parle à tous, je pense que oui, mais c'est une surface délimitée par des lignes de crête, des lignes de partage des eaux, et donc on va intervenir à l'échelle de ces bassins, identifier les enjeux et les problématiques en matière d'eau et de milieu aquatique à cette échelle. Et l'outil principal qu'on utilise pour mettre en œuvre cette compétence, c'est ce qui s'appelait avant le contrat de rivière, qui désormais s'appelle le contrat territorial, donc qui est un outil de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est en fait un programme d'action pluriannuel qui permet de mettre en place des programmes multithématiques en vue d'améliorer la qualité de l'eau et des bassins versants. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on met en place ce type de programme. Il y a déjà eu plusieurs programmes sur le bassin versant du lac d'Eda, enfin sur le bassin versant de la Vert auquel appartient le lac d'Eda. Et à l'heure actuelle, on intervient à l'échelle de 5 bassins versants. Camille. Oui, il faut aussi que je change de mon côté, sinon ça ne va pas marcher. Donc, Camille l'a rappelé, hein, le lac d'Eda, c'est le plus grand lac naturel d'Auvergne. Sa profondeur maximale est de 15 mètres, sa profondeur moyenne de 8 mètres. Et nous, on va donc s'intéresser au bassin versant du lac d'Eda, donc que vous avez en haut à droite symbolisé en rouge, donc la surface d'alimentation du lac. Donc, le lac, il est alimenté par la rivière Vert. La surface de ce bassin versant, ça fait 30 km², donc c'est un petit bassin. Et comme on peut le voir sur l'image du bas, c'est un bassin versant qui est essentiellement rural. L'activité prépondérante, c'est l'agriculture, puisqu'elle occupe plus de 2/3 de la surface du bassin versant. Et on est notamment dans une zone d'élevage, puisqu'on est dans la zone AOP Saint-Nectaire. Donc, on a beaucoup de prairies permanentes et peu de surfaces artificialisées. Alors, le lac d'Eda, c'est un lac qui a un statut plutôt eutrophe, qui a souffert pendant de nombreuses années d'apport de nutriments, azote et phosphore, d'origine anthropique, de par les activités domestiques et les activités agricoles. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du processus d'eutrophisation et des conséquences des apports en nutriments et dû à la problématique des cyanobactéries. Donc, le lac d'Eda, vous voyez sur la gauche, a pu subir effectivement des développements algaux ou de cyanobactéries importants qui ont entraîné une mise en péril des activités autour du lac, mais qui perturbent aussi l'écologie du lac et les équilibres écologiques. Donc, il y a eu des interdictions de baignade, dont notamment avant l'aménagement de la zone humide en septembre 2009, avec diverses conséquences que Camille a pu évoquer. Et donc, nous, les actions qu'on va mettre en place à l'échelle du bassin versant du lac d'Eda, ça va viser à réduire ces apports de nutriments au lac, azote et surtout phosphore, et à améliorer aussi les capacités d'auto-opération des milieux aquatiques. Alors, notre outil contrat territorial ou ex-contrat de rivière, il s'articule autour de 3 volets d'intervention. Je vais plutôt vous parler des 2 premiers volets et particulièrement de la réhabilitation de la zone humide du lac d'Eda. Mais il faut savoir qu'on mène déjà des actions à l'échelle du bassin versant
pour améliorer la qualité de l'eau, donc réduire les pollutions tant domestiques qu'agricoles. Donc, on va pouvoir mener des travaux d'assainissement ou accompagner les collectivités compétentes dans ce domaine. On a aussi un gros volet d'action qui est tourné vers le monde agricole pour essayer de faire évoluer les pratiques agricoles pour qu'elles soient plus respectueuses des ressources en eau et des milieux aquatiques. Donc, on a piloté différents programmes de mesures agro-environnementales et donc sur l'amont du lac d'Eda, on va plutôt travailler sur la fertilisation des prairies, la gestion des effluents d'élevage, mais aussi la gestion des zones humides avec les exploitants agricoles ou encore sur la totalité de notre territoire sur la plantation de haies qui joue un rôle important dans le cycle de l'eau. Alors, le cœur du contrat, ça reste quand même les milieux aquatiques et les zones humides. Et donc, l'objectif, ça va être de mener des actions de restauration des fonctionnalités naturelles de ces milieux aquatiques et humides, puisque les rivières et les zones humides jouent un rôle en matière d'épuration de l'eau. Et l'une des actions phares sur l'amont du lac d'Eda, ça a été la réhabilitation de la zone humide du lac d'Eda, dont je vais vous parler plus particulièrement, mais on a aussi mené des opérations d'envergure en termes de reméandrage et de renaturation de cours d'eau, ou encore de restauration de la végétation riveraine, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, la ripisylve, qui joue un rôle important en termes d'épuration de l'eau et aussi de mise en défense du cours d'eau pour éviter le piétinement du cours d'eau par le bétail et donc des déjections directes au cours d'eau qui peut être source d'apport aussi. Après, bien sûr, on a un volet transversal d'animation, de communication, de sensibilisation. Camille, si tu peux passer à la suivante. Alors, la réhabilitation de la zone humide du lac d'Eda. Il y avait naturellement, en queue de lac d'Eda, à l'amont du lac, une zone humide qui était présente. Vous avez le lac là au début du XXe siècle. On la voit là sur… ah oui, Camille, la suivante, pardon. On la voit donc sur la photo aérienne de 1946, cette zone humide qui était naturellement présente, qui était aussi pâturée, qui a évolué donc vers une saulaie à l'arrêt du pâturage. Et cette zone humide, dans les années 70, elle a été comblée sous un mètre de divers matériaux tout venant pour réaliser différents aménagements par la commune d'Eda, pour réaliser, vous voyez sur la vue aérienne de 2009, un terrain de foot, un parking, une aire de jeu pour enfants et d'autres aménagements. Or, cette zone humide a filtré naturellement les eaux de la Vert avant leur entrée dans le lac d'Eda. Et donc, l'objectif a été de recréer cette zone humide disparue pour principalement limiter les apports de nutriments au lac d'Eda. C'est la vocation eau de la zone humide, mais aussi augmenter la valeur écologique et paysagère du site. Il s'agissait de recréer des espaces humides diversifiés, source de biodiversité. Et enfin, cette zone humide, comme on peut la voir donc, sur la photo aérienne en bas à droite, un an après travaux, elle est aménagée avec des pontons pour permettre la découverte par le public. Donc, elle a aussi une vocation pédagogique. Alors voilà, vous avez une vue de l'aménagement réalisé, un schéma de principe. Donc, cette zone, elle fait environ 2,6 hectares. En fait, le principe, c'est que la Vert va d'abord transiter dans 2 bassins de sédimentation qui font environ 5000 mètres carrés. Et là, va se opérer le maximum d'épuration de l'eau au niveau du phosphore. En fait, la Vert donc, va y déposer, en passant dans ces bassins, les matières solides qu'elle véhicule, les sédiments qu'elle transporte vont décompter. Et donc, le phosphore particulier va être piégé dans ces bassins. Ensuite, on a une zone un petit peu méandriforme où se joue l'eau est oxygénée et ensuite la Vert passe dans la zone humide à proprement parler, la zone de plantes où là, les végétaux vont absorber les nutriments d'issue et où va se poursuivre ce procédé d'épuration de l'eau avant l'entrée dans le lac d'Eda. Alors, je vous disais aussi biodiversité, il y a des mares, il y a des frayères pour la reproduction des poissons, il y a tout un tas d'aménagements bois pour permettre l'observation de la faune, voilà.
Vous avez ici, là, sur la diapo suivante, l'aménagement situé par rapport au bourg d'Eda. Donc, on est vraiment dans le bourg d'Eda, près de l'aire de camping-car, près des terrains de sport de la commune d'Eda. Et donc, on n'est pas très loin de la plage. D'où l'intérêt d'avoir aussi une vocation pédagogique. Alors, la nature des travaux réalisés, donc les travaux ont été réalisés de fin septembre 2011 à mai 2012. Alors, en fait, les bassins de sédimentation, les 2 bassins qui ont été faits en lieu et place des bassins d'une ancienne pisciculture. Donc, il a d'abord fallu curer ces bassins. On a fait le choix d'épandre les sédiments de ces bassins. Mais le gros des travaux donc, a consisté en des travaux de terrassement pour créer les bassins et puis pour évacuer les 16 000 m3 de déblais qu'il fallait évacuer pour recréer la zone humide autrefois présente. Après, il y a eu des plantations qui ont été réalisées, 16 000 plants de végétaux adaptés aux zones humides et aux milieux aquatiques, donc des zélophytes, des hydrophytes, mais aussi des arbres et des arbustes. Puis ensuite, tous les travaux d'aménagement bois. Et les déblais ont servi à combler une ancienne carrière qui se trouvait sur le puits de Combegrasse, qui était une carrière illégale, donc sur la commune d'Eda, pas très loin. Voilà, vous avez quelques photos des travaux. Alors, la diapo suivante vous permet de voir que c'est un projet quand même assez ambitieux qui ne s'est pas fait en un jour. Je ne vais pas vous faire toute l'historique du projet qui est sur la partie gauche de la diapo, mais entre le moment où est née l'idée du contrat de rivière, où on a travaillé à l'élaboration du contrat de rivière dans le cadre duquel s'est faite cette opération, et où il a été mis en évidence qu'il existait une zone humide avant en queue de lac, et le moment où les travaux se sont faits, comme vous voyez, c'est passé plus de 10 ans. Alors, avec bien sûr toute une phase d'études préalables, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à l'étude projet, toute une phase de procédure réglementaire, la négociation amiable pour l'achat des anciens bassins de la pisciculture n'ayant pas marché, on est passé par une déclaration d'utilité publique, et puis bien sûr après tout ce qui est procédure, loi sur l'eau, etc. Le coût du projet n'est pas négligeable non plus. Reste à ce jour le plus gros projet en matière de gestion des milieux aquatiques d'un point de vue financier que le syndicat ait porté. On est à 1 316 000 € TTC, et ça, c'est sans compter le temps de travail des agents du syndicat. Bien sûr, les 2 tiers de ce budget ont été consacrés aux travaux eux-mêmes. Et enfin, les financements, c'est un projet qui a été financé donc à 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans le cadre du contrat de rivière Vallée de la Ver, Lac d'Eda, et aussi par le département du Puy-de-Dôme à hauteur de 10%. On a eu quelques financements de la région Auvergne et du FEDER, tous les deux pour 7%, mais le maître d'ouvrage, donc le SMVVA, a quand même apporté plus de 30% d'autofinancement, ce qui n'est pas négligeable. Alors, sur la diapo suivante, vous avez quelques vues qui vous montrent la zone avant travaux, c'est-à-dire l'ancienne zone humide disparue sous ce terrain de foot, ce parking et ces divers aménagements. Vous avez ensuite la zone humide à la fin des travaux, en mai 2012. Et en novembre 2012, on voit que déjà la végétation a pas mal repris ses droits parce qu'on a planté 16 000 plants, mais beaucoup de végétaux sont venus aussi naturellement recoloniser la zone. Voilà, là vous avez d'autres photos qui montrent un peu l'évolution de la végétation entre 2013 et 2020. Donc en fait, la zone humide, elle a un peu plus de 10 ans à l'heure actuelle. En matière d'entretien, parce qu'effectivement, c'est un site, un espace semi-naturel qu'on va entretenir. En matière d'entretien, on a déjà procédé à 2 opérations de curage des bassins de sédimentation en 2015 et en 2021. On a enlevé à peu près 2000 m3 à chaque fois de sédiments. On a fait le choix de valoriser de façon agricole ces sédiments, donc par épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, avec des agriculteurs volontaires qui sont engagés. Bien sûr, on épand en dehors du bassin versant immédiat du lac d'Eda. En revanche, sur la zone de plante, la zone humide à proprement parler, on n'est pas intervenu, sauf opérations très ponctuelles. Et on a élaboré un plan de gestion et on devrait faire des premiers travaux de restauration
Ils auraient dû avoir lieu cette année, ils n'ont pas pu se faire. L'entreprise est entrée en liquidation judiciaire. Il devrait avoir lieu donc l'année prochaine. L'idée, c'est de rajeunir un petit peu cette zone humide au niveau de la végétation, donc d'agir, de faire une fauche d'une partie de la végétation et aussi de restaurer les chenaux hydrauliques de telle sorte qu'on puisse améliorer encore le temps de séjour de l'eau dans la zone humide et augmenter la surface de contact entre la végétation et l'eau. L'idée, c'est vraiment de maintenir les capacités de la zone humide en termes d'épuration de l'eau et aussi sur le plan de la biodiversité. Voilà pour l'opération phare qui a été menée. Quelques mots sur d'autres opérations. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Donc, je vous parlais d'opération de reméandrage. Vous avez une photo au milieu de la diapo qui vous montre un cours d'eau qui a été rectifié. De nombreux cours d'eau ont été rectifiés au moment du remembrement agricole et qui a été reméandré. L'objectif de ces deux opérations phares de reméandrage qu'on a fait donc, dans le bassin du lac d'Eda, donc en amont du lac en 2011 et en 2018, c'est de restaurer les fonctionnalités naturelles des rivières et de faire en sorte notamment qu'elles retrouvent leur capacité d'auto-épuration par rapport à la problématique là, qui nous intéresse de limiter les apports de nutriments. Donc, vous avez sur la diapo suivante quelques photos qui vous montrent ce qu'ont pu donner les travaux. Donc, le reméandrage, ça consiste à faire reprendre l'ancien lit du cours d'eau. On recherche le tracé original, on recrée les méandres. Donc, sur la photo en haut à gauche, vous avez le lit rectifié qui passait au niveau des arbres et le lit recréé, qui était donc le lit originel qui passe au milieu de la prairie. Donc, vous avez des photos avant et après travaux. Et donc, tous ces travaux s'accompagnent de restauration donc, de la végétation riveraine, donc de la ripisylve, donc de plantation, de mise en défense, je vous disais, pour lutter contre le piétinement du bétail, le piétinement du lit et des berges par le bétail, qui entraîne différentes problématiques et qui notamment peut être source d'apport de nutriments. Et donc, l'objectif, comme c'est toujours de concilier les activités humaines et la préservation ou la restauration de la rivière, on fait aussi des passerelles pour le bétail ou des abreuvoirs pour que les bêtes puissent quand même continuer à s'abreuver directement dans le cours d'eau. Alors, en termes de résultats, on avait essayé de mettre en place un suivi de la qualité de l'eau au sein de la zone humide du lac d'Eda de 2014 à 2016. C'était un suivi sur 2 ans, mais des mesures ponctuelles, certains mois de l'année sur diverses stations. Ça n'a pas été très probant dans le sens où on voit un léger abattement en nitrate et orthophosphate, mais où c'est plus difficile de voir un abattement significatif au niveau du phosphore total. Ceci dit, comme je vous le disais, la majorité du processus d'épuration du phosphore se fait dans les lagunes de sédimentation. Et là, effectivement, à chaque fois qu'on cure les bassins, on dose le phosphore piégé dans les sédiments. Et là, on voit qu'il y a, sur 2000 m3, il y a eu jusqu'à 1,5 tonne de phosphore piégé, donc qui a un effet positif certain des bassins. Alors, on va suivre aussi la qualité de l'eau en amont du lac, sur la verre juste en amont de la zone humide, mais aussi sur la Narse plus près des sources. Il se trouve que la qualité physico-chimique de ces rivières, au niveau des paramètres physico-chimiques classiques, est bonne à très bonne au niveau des éléments azotés et phosphorés. Néanmoins, même si on est dans le bon état, voire le très bon état, on peut juger que ces concentrations restent un petit peu élevées, enfin significatives pour une tête de bassin versant. Donc, il faut toujours poursuivre les efforts. Après, nous, on ne suit pas forcément directement la qualité de l'eau du lac d'Eda, mais c'est suivi par l'agence de l'eau dans le cadre de la DCE. Et lorsqu'on avait fait notre bilan en 2016, on avait pu voir qu'il y avait quand même une tendance à l'amélioration de certains paramètres comme la transparence. On a observé moins de blooms de cyanobactéries depuis 2009, malgré une météo qui est relativement propice. Et le retour des usagers locaux est très positif. Néanmoins, il reste un stock de phosphore dans les sédiments du lac et comme vous le savez, ou comme Delphine Latour vous en parlera peut-être, il peut y avoir des phénomènes de relargage. Alors, au niveau de la baignade, là, je vous présente des résultats qui sont issus du profil de baignade qui a été élaboré par un bureau d'études Géonat. On n'a pas eu, depuis la mise en place de la zone humide en 2012, on a eu 2 interdictions de baignade.
en 2017 et en 2018. Ces interdictions de baignade, elles étaient dues à une cyanobactérie qui s'appelle Aphano-TC, qui est une picocyanobactérie qui aujourd'hui n'est plus considérée comme toxinogène, qui est une cyanobactérie qui fait très vite voilà, donc en fait, si on avait eu le système actuel, il n'y aurait pas eu ces interdictions de baignade. Camille l'a rappelé, la qualité, je crois, baignade au niveau de la baignade depuis 2013 est excellente. Et puis là, je vous avais mis une petite diapo pour pas oublier que la zone humide du lac d'Eda, c'est aussi la vocation biodiversité, où donc on a une biodiversité riche et variée, et une zone qui est très fréquentée et qui est un beau support pour réaliser diverses animations. Voilà, je vous invite à aller sur notre site internet pour en savoir plus. Notamment, vous avez des vidéos qui vous présentent certaines de nos opérations, le reméandrage de la Vert de 2018, mais aussi une vidéo qui avait été faite sur la zone humide. C'est parfait, merci beaucoup pour cette présentation très claire. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir laisser la parole à Madame Latour pour qu'elle nous présente les cyanobactéries et ses études. Ok, très bien, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien et on voit le PowerPoint. Allez, Oui, très bien. merci. Donc, je suis Delphine Latour, professeure à l'Université Clermont-Auvergne. Donc, moi, je vais vous faire une petite présentation juste pour vous donner rapidement l'état des connaissances actuelles sur les cyanobactéries et comprendre pourquoi leur gestion actuellement est toujours aussi complexe. Et donc, juste en généralité, vous rappeler que les proliférations de cyanobactéries, elles concernent les eaux de baignade, mais aussi l'eau potable. Donc là, quelques exemples d'interdiction, notamment à Eda, au cours de Tazna ou aussi sur des cours d'eau, on peut avoir ce genre de prolifération au niveau benthique. Donc, les cyanobactéries, ce sont des prokaryotes photosynthétiques, donc qui ont la capacité de réaliser la photosynthèse et qui ont cette forte capacité à proliférer très rapidement en milieu eutrophe, donc des milieux très riches. Et donc, quand il y a des apports excessifs en phosphore et en azote, c'est à ce moment-là qu'on va les retrouver le plus abondamment répartis. La difficulté qu'on a actuelle, c'est qu'on observe souvent une récurrence de ces proliférations de cyanobactéries à partir du moment où elles sont sur un site. Et donc, on se pose la question de pourquoi on a cette récurrence, même si on arrive à avoir des efforts sur l'épuration du bassin versant via les zones humides ou d'autres systèmes. En fait, cette récurrence des cyanobactéries, elle est due entre autres à un cycle de développement qu'elles possèdent toutes et qui donc va alterner entre la phase qu'on voit pendant l'été où elles sont bien présentes dans la colonne d'eau et puis là en automne quand les conditions sont moins favorables avec une température plus faible, une eau qui va être brassée, une luminosité moins importante, elles vont sédimenter et elles vont rester en fait en survie à l'interface eau-sédiment pendant tout l'hiver. Et c'est au printemps, quand les conditions seront meilleures, donc que la température augmente, que la luminosité augmente également, qu'elles vont pouvoir regagner la colonne d'eau. Et donc, ce stock de cyanobactéries dans les sédiments fournit cette réserve qu'on va avoir du mal à éliminer d'une année à l'autre. Et dès que les conditions sont favorables, on va retrouver des cyanobactéries. Et donc, en fait, cette survie hivernale, elle est due à deux processus chez les cyanobactéries. Certaines cyanobactéries qui sont capables de former, vous voyez ici, des grosses cellules qu'on appelle des akinètes, qui sont des sortes de graines chez ces cyanobactéries, qui donc vont résister très longtemps dans les sédiments. Et puis d'autres cyanobactéries, comme la photo d'en bas, où elles ne sont pas capables de faire ces akinètes, mais où en fait, c'est la cellule en elle-même qui va pouvoir résister dans les sédiments, alors moins longtemps que celles qui forment des akinètes, mais elles vont pouvoir quand même persister aux conditions défavorables et revenir chaque été si les conditions sont favorables. Et donc, juste pour vous illustrer un petit peu la résistance de ces cellules, de ces akinètes notamment, là, c'est donc l'exemple d'une étude sur Eda, où on a réalisé un carottage profond. Vous voyez là sur l'échelle, on a travaillé sur des sédiments, une carotte sédimentaire qu'on a datée à plus de 6500 ans. Donc, le lac d'Eda date en gros de 8700 ans, sa formation. Donc, voilà, une grosse proportion du lac a été échantillonnée au niveau sédimentaire. Et donc, on a recherché la présence d'akinètes juste pour savoir un petit peu quelle était la durée de vie de ces akinètes
Est-ce qu'ils peuvent perdurer simplement un hiver, 2 hivers ou plus longtemps dans le sédiment? Et donc les résultats, alors je ne vous détaille pas ce qui est sur la droite, mais si vous regardez la courbe en rose, en fait, vous verrez que c'est l'abondance des akinetes qui va varier en fonction de la profondeur de sédiment. Et donc, si vous regardez bien, même dans les strates les plus profondes, donc au-delà de 6000 ans séquestrés dans les sédiments, on va pouvoir retrouver des akinetes. Et donc, juste pour la petite histoire, ces akinetes, on peut les mettre à germer comme des graines. Donc, c'est l'expérience qui a été faite ici, qui a été publiée. Donc, les petits camemberts la représentent des quantités de cellules donc de résistance qui sont les akinetes qui ont été mises à germer. Et donc, on a voulu voir si elles étaient encore viables ou non et combien de temps elles pouvaient rester viables dans les sédiments. Et donc là, la photo que vous avez à 1769 ans, où on voit qu'on a eu de la germination. Donc cette graine, cette pseudo-graine a pu germer. Et donc, on a obtenu un filament de cyanobactéries viable alors qu'il était séquestré depuis 1700 ans, un peu plus de 1700 ans dans les sédiments. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer un peu la résistance de ces cellules et le fait que quand on en a dans les sédiments, et ben, si les conditions sont favorables, elles vont revenir de façon récurrente et que donc leur élimination est certainement pas aisée. Ce qui intéresse également souvent, bien sûr, c'est le potentiel toxique. Et c'est là où l'histoire se complique également, c'est-à-dire que beaucoup de cyanobactéries sont capables de produire des toxines, la majorité d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup sont capables d'en produire. Qu'une même cyanotoxine va être produite par différentes cyanobactéries. Donc là, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de l'ANSES où en fait ont été répertoriées les différentes familles de toxines, vous voyez en orange ici. Et puis dans les deux colonnes de droite, vous avez donc les genres producteurs principalement de ces cyanotoxines et puis d'autres genres qui sont producteurs avérés dans la littérature, mais qui peuvent encore évoluer. Donc, vous voyez que, par exemple, si on prend la microcystine, qui est la cyanotoxine la plus répandue actuellement, on voit qu'elle peut être produite par plusieurs genres. Et donc, ça complique forcément leur suivi dans le milieu naturel. Et donc, on a des genres qui sont associés pour lesquels on a des productions de toxines qui est plus anecdotique. Là où ça se complique également, c'est qu'une même cyanobactérie peut produire plusieurs cyanotoxines. Donc, c'est ce qui est répertorié dans ce tableau où vous voyez que si on prend la première dans le tableau, donc Planctotrix, elle va être capable potentiellement de synthétiser des microcystines, de l'anatoxine et de la cylindrospermopsine. Ce qui fait que on est obligé de rechercher les différentes cyanotoxines dans le milieu pour être le plus exhaustif possible. Et que des cyanotoxines, malheureusement, on en découvre encore, alors pas régulièrement, mais de temps en temps, des nouvelles molécules toxiques synthétisées par des cyanobactéries émergent encore des recherches. Voilà, donc je vous prends juste un petit exemple de la microcystine pour vous montrer pourquoi il est difficile actuellement de prévoir ce potentiel toxique, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même en termes de baignade et d'eau potable, c'est d'arriver à prévoir cette toxicité. Donc, il faut bien comprendre que pour une même cyanobactérie, là ici est représenté sur le schéma un même genre, une même espèce, certaines cellules vont être capables de synthétiser des toxines et d'autres non. Donc, c'est pour ça qu'on parle de potentiel toxique, puisque au sein d'une même espèce, certaines possèdent les gènes en fait de la synthèse de cette toxine et puis d'autres non. Et on ne sait toujours pas pourquoi écologiquement certaines cellules ont les gènes et d'autres ne les ont pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de potentiel toxique, parce que c'est pas parce que vous allez retrouver une cyanobactérie, le genre qui est censé produire de la microcystine, qui va forcément le faire. Donc on ignore actuellement quels sont vraiment les facteurs qui régulent ce potentiel toxique. Donc il y a quelques pistes dans la littérature, parce que beaucoup de gens travaillent dessus, forcément c'est un sujet d'intérêt. Et donc il a été montré que ce potentiel toxique peut varier en fonction de la dynamique de la population, de sa variabilité génétique, puisqu'on peut avoir une proportion de souches toxiques qui est plus ou moins importante en fonction des sites, en fonction du moment où on va prélever.
On peut avoir une capacité de production qui va être variable, c'est-à-dire qu'une cellule peut avoir les gènes, mais produire plus de toxines que la cellule voisine qui a également les gènes. Donc ça, on ne sait pas également pourquoi vraiment comment c'est régulé. Et puis, on a des facteurs externes qui vont réguler ce potentiel toxique et notamment, on va pouvoir retrouver dans ces facteurs de régulation potentiellement la température, la présence de zooplancton, la présence de fer, voilà, plein d'éléments qui sont évoqués dans la littérature, mais pour le moment, il n'y a pas un consensus pour dire voilà quel est le facteur de régulation. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué d'anticiper cette toxicité et que forcément, on est obligé de faire des mesures au jour le jour pour savoir ce qu'il en est. Autre facteur qui va compliquer donc l'anticipation de ces proliférations et de leur toxicité associée, c'est le fait qu'elles présentent une grande variabilité spatio-temporelle. Donc, vous voyez ici une petite illustration où en fonction de l'endroit où vous allez prélever, vous n'allez pas du tout avoir le même nombre de cyanobactéries, ni la même proportion de souches toxiques, ni la même concentration en toxines. Donc, les 3 éléments font qu'un suivi est forcément complexe et l'anticipation l'est d'autant plus. Et donc là, je vous prends l'exemple de collègues qui ont travaillé sur un plan d'eau dans les Dombes. Et donc, ils ont, vous voyez en haut là sur le petit schéma en haut à gauche, 6 points de prélèvement qu'ils ont suivis très régulièrement dans le temps pendant un été, avec donc 2 cyanobactéries qui ont proliféré dans ce plan d'eau, Microcystis et Aphanisoménon. Et vous voyez qu'en fonction du temps qui défile en haut, là, vous avez en fait une répartition spatiale qui est complètement différente. Et donc, en fonction de l'endroit qu'on va choisir pour échantillonner, on ne va pas avoir le même résultat et du coup, pas la même anticipation sur ces proliférations de cyanobactéries. Donc, ce travail-là a vraiment montré l'hétérogénéité spatiale et temporelle et la difficulté d'avoir un monitoring efficace en gros. Un autre exemple entre la retenue de Grandjean et la retenue de Villeray, où en fait là c'est un travail où on a cherché à suivre à la fois la concentration en cyanobactéries, donc qui est donnée par la courbe verte, et la concentration en microcystine, donc qui est la cyanotoxine qui était principalement synthétisée par cette cyanobactérie. Et donc, vous voyez qu'en fonction des sites de prélèvement, donc vous avez déjà des abondances de cyanobactéries qui sont très variables. La courbe verte n'a pas la même cinétique en fonction de l'endroit où on va prélever. Et puis, ce qui est encore plus déroutant, c'est que la courbe en orange n'est pas la même non plus en fonction des sites, mais n'est pas du tout corrélée avec l'abondance de cyanobactéries. Donc, ce n'est pas plus vous avez de cyanobactéries et plus vous avez de toxines dans le milieu. Parfois, c'est même l'inverse. Si vous regardez là, les deux courbes qui sont le plus en bas à gauche, quand vous avez très peu de cellules de cyanobactéries, c'est là où vous avez des concentrations en cyanotoxines qui peuvent être très fortes. Donc attention aux périodes où en fait on a même des concentrations en cyanobactéries qui sont faibles parce que potentiellement on peut avoir des cyanotoxines de façon importante. Donc ce travail avait montré l'hétérogénéité spatio-temporelle et l'intérêt de focaliser pas uniquement sur les périodes où on a de fortes proliférations, mais de bien encadrer le bloom au niveau sanitaire pour éviter les problèmes. Donc, en guise de conclusion, juste pour vous indiquer donc, que ces cyanobactéries forment un groupe d'organismes qui est très divers et qui prolifèrent essentiellement dans les milieux eutrophes. Alors, on va en retrouver dans les milieux oligotrophes, mais de façon beaucoup moins importante, et c'est surtout dans les milieux eutrophes qu'elles vont poser problème. Donc, elles présentent de multiples adaptations. Là, je ne vous ai pas du tout indiqué ce genre d'éléments parce que c'est vraiment des organismes qui sont adaptables. Elles sont là depuis très longtemps sur Terre et elles ont développé des adaptations très importantes, ce qui permet d'expliquer en partie leur succès écologique et cette répartition mondiale dans divers écosystèmes. Actuellement, donc, les facteurs qui régulent le potentiel toxique sont encore mal connus, malgré les nombreux travaux qui existent sur ces cyanotoxines. Et donc, en fait, actuellement, on est encore incapable d'avoir des modèles prédictifs efficaces pour anticiper ces concentrations en cyanotoxines. Et pour le moment, donc, il n'y a que le dosage qui permet de savoir ce qu'il en est réellement.
Donc, on espère avoir des modèles bientôt qui fonctionnent, mais pour ça, il faut déjà comprendre les processus et c'est pour ça que la science est importante pour apporter de la connaissance et pouvoir progresser dans ce sens-là. Et puis voilà, le message qu'il ne faut pas oublier concernant les cyanobactéries, c'est que pour limiter leur prolifération, la seule gestion valable long terme, c'est vraiment de réguler les apports en nutriments. C'est ce qui est le plus efficace et c'est notamment ce qui a été fait sur EDA en remettant en place cette zone humide et donc en limitant les apports en nutriments. C'est vraiment la chose à long terme la plus efficace et la plus pertinente connue actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vois une main levée. Allez-y, Monsieur Bignet, vous pouvez poser votre question. Bonjour, je suis délégué au tourisme sur la commune de Beaumont-Saint-Cyr et on a un lac qui a été depuis 2 ans là, pour le coup victime de présence de cyanobactéries toxinogènes avec des fermetures. Et là, on a une fermeture depuis le 13 juillet, donc tout l'été, c'était comme ça. Et j'ai une question relative à la difficulté de l'analyse qui est faite par l'ARS et du délai d'analyse et de la réalité du terrain finalement, parce qu'on peut avoir des analyses qui présentent des toxines alors que pendant qu'on n'en a plus, on met en place la fermeture. Et d'autres où on a une baignade ouverte et des risques avérés. Est-ce que le délai de le raccourcissement peut être envisagé à un terme, d'avoir une vision un peu plus en direct? Alors pour le moment, sur les cyanotoxines, c'est toujours compliqué parce qu'on doit toujours passer par une analyse chimique. Alors il y a des gens qui travaillent sur des bandelettes type pH qui peuvent être trempées dans l'eau. Moyennant une petite action chimique dans un tube. C'est encore à l'état de test. Ça fonctionne assez bien. Donc, on peut espérer au fur et à mesure aller vers des systèmes un peu plus rapides. Mais à l'heure actuelle, ce qui est vraiment démontré comme étant fiable, il faut un délai d'analyse forcément. Alors ça, c'est pour les cyanotoxines. Par contre, pour l'abondance des cyanobactéries, il y a tout ce qui est capteur avec des données en direct. Donc là, c'est notamment ce qui est instrumenté à Cournon, au lac d'Eda ou autre, où en direct, on peut avoir la concentration en chlorophylle A, qui est un proxy de l'abondance de cyanobactéries. Donc ça ne donne que l'abondance des cyanobactéries en un point et ça dénote pas du caractère toxique. C'est ça la complexité actuelle, quoi. Alors, on a une autre main levée. Je vous laisse prendre la parole pour poser votre question. Bonjour, Sylvie Valade, maire de Saint-Hilaire-les-Places en Haute-Vienne. On a un plan d'eau de baignade qui existe depuis 60 ans, où on a eu des fermetures dans les années 2010. Bon, je pense qu'on maîtrise la chose, mais j'aimerais avoir quelques renseignements. D'abord, je suis très étonnée par les écarts d'interprétation des analyses d'un département à un autre. C'est faramineux, on est en limite de la Dordogne. Et pour être allé un petit peu dans le Puy-de-Dôme, à certains moments, j'ai vu des choses complètement affolantes pour nous de Haute-Vienne. On aurait été fermés depuis bien longtemps. Donc ça, je suis quand même très, très surprise. Et ça persiste malgré la nouvelle réglementation. Ce sont des écarts d'interprétation qui persistent encore. Donc entre l'année dernière et cette année, on constate encore des écarts très importants. Autre chose, on parle beaucoup d'algues. Donc j'ai eu la chance de travailler avec le docteur Vast qui avait beaucoup travaillé sur le domaine et qui s'est toujours attaché à nous dire attention, les cyanobactéries, ce ne sont pas des algues, il faut bien différencier les algues bleues des cyanobactéries. Alors peut-être vous en avez parlé en début d'intervention, j'étais pas là. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Par expérience, je pense que c'est plus dû, chez nous tout au moins, les problèmes apparaissent après les orages, quand on a des sols qui ont été lessivés, mais je précise qu'on a un tout petit bassin versant, donc c'est certainement là notre possibilité de maîtriser. Et on travaille, nous, avec un appareil à ultrasons qui est installé maintenant depuis 2015 et qui nous apporte entièrement satisfaction. D'accord. Alors, si je prends dans l'ordre, concernant la nomenclature, donc les cyanobactéries, avant, on les appelait des algues bleues. Maintenant, on ne les appelle plus des algues. Alors, pourquoi on les appelait des algues bleues? Parce que quand les cellules sont lysées, elles libèrent un pigment qui leur est propre, qui est la phycocyanine, et qui a cette couleur bleue.
En progressant dans les connaissances, on s'est rendu compte que les cyanobactéries ne sont pas des algues parce que ce ne sont pas des eucaryotes, mais des prokaryotes. Donc c'est pour ça qu'on abandonne ce terme d'algues bleues au profit du terme de cyanobactéries parce qu'elles sont plus proches des bactéries, étant des prokaryotes. Et ce qui les distingue des bactéries classiques, on va dire, c'est qu'elles ont des pigments photosynthétiques qui donc leur permettent de réaliser la photosynthèse. Et les autres algues, les diatomées, les chlorophycées, sont des eucaryotes, donc plus complexes, avec un noyau, avec une machinerie cellulaire plus complexe et un développement qui est plus lent que les cyanobactéries. Donc ça, c'est pour le petit point nomenclature. Ensuite, pour l'aspect suivi ARS et les écarts que vous allez retrouver entre les différents départements, c'est une question d'interprétation. Alors, moi, j'interviens pas là-dedans du tout, hein. Et c'est vraiment laissé à l'appréciation du préfet parce que je crois que c'est lui, au final, qui va donner l'autorisation ou non de baignade ou d'ouverture, etc. Et oui, certains laissent peut-être une marge de manœuvre par rapport à la valeur seuil qui est préconisée. En fonction de comment sont faits les prélèvements, quand ils sont faits, et ben, les choses peuvent beaucoup varier. Donc tout ça, c'est laissé à l'appréciation du gestionnaire du site et effectivement, il peut y avoir des interprétations variables sur lesquelles, voilà, moi, je ne suis pas du tout impliquée, donc là, je vais pas plus développer. Et le dernier point que vous avez évoqué, c'était par rapport au fait que les cyanobactéries arrivent peut-être plus suite à des orages. Ça, c'est assez régulier parce qu'en fait, quand vous avez une période de sécheresse et qu'après vous avez une pluie, cette pluie va amener les nutriments qui n'ont pas été apportés pendant un moment au lac. Et donc, si la pluie n'est pas trop forte et ne déstabilise pas la colonne d'eau, ces nutriments vont être directement apportés à votre lac et les cyanobactéries vont en profiter directement et sont capables de proliférer à la suite de ça. Voilà. Et après, sur l'aspect ultrason, je pense que d'autres intervenants vont peut-être en parler. Ça reste pour moi une solution ponctuelle. Tant mieux si elle fonctionne chez vous. C'est loin de fonctionner de partout. Donc, c'est le message qu'il faut entendre également. Toutes les solutions palliatives peuvent fonctionner dans certaines situations, mais ne sont pas forcément généralisables. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et que voilà, la solution long terme qui peut être généralisée, c'est vraiment de travailler sur les apports. Et j'avais aussi une observation qui a pu être faite sur la conservation des échantillons. Je ne suis pas convaincue qu'un échantillon qui est descendu à 3 ou 4 degrés avant traitement par le laboratoire, je ne suis pas certaine qu'il n'amène pas une multiplication des cyanos. En tout cas, nous, on a pu faire des tests sur même échantillon qui est divisé, qui est conservé différemment, et on a des écarts qui sont très, très importants au niveau des résultats, au niveau du dénombrement derrière. Alors, la meilleure façon de conserver, c'est effectivement de descendre à 4-5 degrés, c'est pas mal. Sachant que au niveau alors, pour l'analyse des cyanotoxines, ça peut être congelé et analysé derrière. Pour le dénombrement, si on voudrait vraiment qu'il y ait un écart entre le moment où c'est prélevé et le moment où c'est compté, il faudrait qu'on ait 1 ou 2 journées d'écart entre ces moments-là sans qu'il y ait aucun fixateur. Donc souvent, le prélèvement est conservé au frais de façon à ce qu'il n'y ait pas de multiplication, hein. Le temps de multiplication pour une cyanobactérie, en moyenne, c'est 2 jours. Donc voilà, vous voyez, ça lui laisse un peu le temps. Donc ce n'est pas le moment où vous allez prélever, vous le ramenez au laboratoire où elle se sera multipliée par 2. Il y en aura peut-être quelques-unes qui se seront multipliées, mais très peu, ça ne va pas changer grandement les choses. Et par contre, à partir du moment où c'est amené au laboratoire, c'est fixé, en général avec du Lugol. Et à partir du moment où c'est fixé avec le Lugol, voilà, ça n'évolue plus. Après, par contre, dans votre flacon, s'il n'est pas bien homogénéisé, si vous prélevez en surface de votre flacon ou au fond du flacon, vous n'aurez pas les mêmes éléments de comptage. Donc, encore une fois, bien homogénéiser le prélèvement avant de réaliser le comptage, ça c'est important. Oui, mais là, je parle de prélèvements qui ont été faits avec 4 points de prélèvement, et ensuite divisés en 2. Hein, oui, est-ce que ça vous peut avez être des hétérogène. Oui, est-ce qu'il y a des cas où il y a des analyses qui ont été faites directement sur site? Parce que moi, je suis très, très sceptique sur le transport et sur la conservation.
Moi, je pense que c'est pas l'élément clé, le transport et la conservation. Là, c'est fait relativement rapidement, il y a pas de risque à ce niveau-là. La plus gros écart qu'on puisse faire, c'est au niveau du prélèvement. Au moment où vous allez prélever, à l'endroit où vous allez prélever, où ça peut changer du tout au tout. C'est plus là-dessus que se fait l'écart que sur, la conservation où pour moi, c'est vraiment un pouillème qui fera pas la différence, quoi. Et est-ce qu'on pourrait avoir votre intervention? Est-ce qu'elle peut nous être Oui, transmise? volontiers. Je vous la donne sans problème. Parfait. Je vous remercie. Avec plaisir. Alors, merci pour ces questions. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la suite parce que le temps défile. Je vous remercie, Madame Latour, pour votre intervention. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Lacalmonti et à Madame Lapôtre. Donc bonjour à toutes et tous. Donc pour ma part, je suis Monsieur Luc Lacalmonti, je travaille à l'agglomération du Grand Cahors, je suis au service développement touristique. On a la chance depuis une dizaine d'années d'avoir récupéré le site du lac vert de Catus. Et on a eu des grands travaux qui ont été réalisés donc en partie, entre autres donc sur la lutte contre les cyanobactéries. Alors, hop, impeccable. Juste pour positionner donc Cahors, la préfecture du Lot, et le lac vert de Catus est au nord-ouest de Cahors et il est alimenté par le ruisseau le Vert, V-E-R-T. La configuration du site actuel, donc il y a la zone de plan d'eau, donc le cercle bleu que vous voyez sur la gauche, la plateforme de loisirs et de restauration en jaune et ensuite une grande zone de stationnement, c'est la zone en vert. C'est juste pour vous donner une orientation. Et on a le ruisseau le Vert qui circule sur le côté gauche de ces deux cercles. Donc un petit point sur l'état initial. Donc c'est un lac qui a été créé en 1968 suite à la réalisation d'un barrage donc sur le ruisseau le Vert, avec pour vocation donc une base de loisirs, une surface totale de 6 hectares, un volume d'eau donc de 100 000 m3. Et à l'époque, on avait évalué un volume de vase supérieur à 10 000 m3. Donc directement, le ruisseau le Vert se déversait donc dans cette cuvette qui avait été réalisée. L'eau était maintenue donc par une digue et il y avait un moine qui reversait ensuite l'eau dès que ça dépassait un certain seuil. Donc il y avait une rupture de la continuité écologique. En 2010, une étude a eu lieu. On avait plusieurs problématiques, une forte turbidité de l'eau, donc ce qui pouvait poser des problèmes au niveau baignade, une sédimentation de plus en plus importante, vu que dès qu'il y avait des crues, donc on retenait tous les sédiments dans le bassin, et un risque de bloom qui était de plus en plus présent. Une étude a été engagée avec le maître d'œuvre, le prestataire SCE. Les travaux se sont réalisés en 2 phases. La première phase de préparation, avec la réalisation d'une pêcherie, donc une zone de tri des poissons lorsque l'on allait réaliser la vidange du site. Un bassin de décantation pour éviter de polluer les eaux aval avec tous les sédiments donc, qui risquaient de partir d'un seul coup. Et ensuite, la remise en état des vannes qui ne servaient pas très souvent, donc qui avaient un problème, c'est qu'elles étaient calcifiées. Et ensuite, la phase 2, qui a également été très complexe, ça a été donc la phase de vidange. Le curage de l'ensemble, où en fin de compte, on a trouvé non pas 10 000 m3, mais on était plus proche de 20 000. Ça a été ensuite, pour recréer la continuité écologique du site, la réalisation d'une digue. D'une digue, donc c'est, je ne sais pas si je peux montrer avec la souris, c'est cette partie-là où toute une digue a été réalisée pour séparer dans un deuxième temps la zone du lac du cours d'eau qui est ici. Ça a été la grosse phase du chantier. Pour vous donner une idée, donc, c'est la réalisation donc, de la digue qui faisait à peu près à la base une vingtaine de mètres, sur la partie supérieure un peu plus de 3 mètres. Ça vous donne une idée de l'échelle, avec donc la reconstitution du cours d'eau, et de l'autre côté, le lac. On voit bien les différences de niveau.
Donc, ils vont être différentes selon qu'on est à l'amont ou à l'aval. Donc, pour nous, ça a été un chantier, une opération à plus de 2 millions d'euros, TTC, tout compris, études comprises, financé à 50% donc, par l'État, la région, le département et l'agence de l'eau, et à 50% donc, avec les fonds propres du Grand Chaos. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez synthétique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. C'est avec plaisir. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Donc, s'il y a des questions, je ne vois pas de questions en tout cas dans le chat. Je vais laisser la parole à Madame Lapôtre qui va vous présenter un petit peu comment sont gérées les eaux et la qualité d'eau de baignade dans le département du Lot. Bonjour. Vous voyez mon diaporama? Oui, c'est tout bon. Et vous m'entendez? Et on vous entend bien. Super. Donc, moi, je me présente, Antoinette Lapôtre, donc, du CIDET du Lot. Nous, on est un syndicat départemental et on apporte une assistance technique aux responsables de baignade. Donc, pas que le lac vert, mais tous les responsables de baignade dans le Lot pour gérer les baignades. Je vais vous présenter rapidement la gestion de la baignade dans le département, un peu la problématique cyanobactérie, la surveillance que l'on en fait, la procédure globale de gestion et l'intérêt. Pareil, je vais faire assez rapide. Donc, dans le département du Lot, donc, on a 25 baignades officielles. Il y en a 8 qui sont en plan d'eau. Donc, toutes les baignades en plan d'eau sont surveillées par un surveillant de baignade. Sinon, sur les 24 baignades du département, il y en a 13 qui sont surveillées. Donc, il y en a certaines aussi en plan d'eau. Sur le département du Lot, donc, on a la chance d'avoir 2 baignades qui sont labellisées pavillon bleu. Donc, il y a le plan d'eau de Montcuq et le lac vert à Catus. Le lac vert, c'est tout récent depuis cette année. Et donc, nous, on intervient sur toutes ces baignades-là pour aider les responsables de baignade. C'est ce que je disais, on est un service technique mutualisé pour apporter une assistance technique à la gestion de la baignade et le respect en fait, des obligations réglementaires de gestion active, en fait. Voilà. Donc, et d'information du public. Donc, on a développé des panneaux d'information qui sont homogènes sur tout le département, qui permettent d'actualiser au quotidien les informations et de mettre également les infos réglementaires, résultats ARS, synthèse du profil de baignade, etc. On réalise nous-mêmes en interne et on actualise les profils de baignade, ainsi que les fiches de synthèse des profils. Ça, on l'actualise tous les ans. Et on réalise un suivi analytique complémentaire au contrôle sanitaire. Pas que sur la problématique cyanobactérie, on a certaines baignades qui sont plus sensibles que d'autres, où on renforce aussi les analyses bactériaux. Et on a développé un modèle de prévision donc, des risques de dégradation. Donc, au quotidien, on réalise des prévisions sur les risques de dégradation et on diffuse à tous nos responsables de baignade des recommandations de gestion par rapport aux risques sanitaires. Donc, à la fois sur les risques bactéries, donc on est sur les E. coli et entérocoques, les germes témoins de contamination fécale, et sur le risque cyanobactérie. Et donc, ensuite, on est dispo pour nos responsables de baignade pour mettre notre expertise technique à leur service s'il y a une pollution ou une dégradation qu'on n'avait pas anticipée. Le financement de ce service, donc, c'est à la fois les responsables de baignade, l'agence de l'eau pour tout ce qui concerne la partie études, profil de baignade, et le département du Lot, pour une grosse partie du département du Lot. Donc là, on va se concentrer sur la problématique cyanobactérie aujourd'hui. Donc on a dans chaque profil de baignade le potentiel de prolifération des cyanobactéries qui est évalué. Clairement, on a peut-être 2-3 plans d'eau sur les 8 qui sont plus particulièrement à risque, dont un où on a eu des jours de fermeture principalement en 2017,
Donc, ce n'est pas le lac vert, c'est un autre plan d'eau du département. On avait donc en cause Microcystis et Voronichinea qui se sont succédés en août et en septembre. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait identifié ces cyanotoxinogènes. Il n'y a pas eu de toxines de mesurer, mais on était sur l'ancienne réglementation où il y avait une fermeture en fonction d'un nombre de cellules et pas en fonction d'une toxicité. Donc, il y a eu une fermeture en application de la réglementation. Ce serait cet été, dans les mêmes conditions, la baignade n'aurait pas été fermée puisque la nouvelle instruction, la fermeture, elle arrive quand il y a une toxicité qui dépasse un certain seuil. Voilà. Donc, donc, ponctuellement, on a des cyanobactéries aussi qui sont présentes sur d'autres plans d'eau. Et donc, je vous ai mis, donc, paradoxalement, ces baignades sont classées en excellente qualité puisque le classement ARS, il est basé que sur les germes témoins de contamination fécale, donc que sur la bactério, et pas sur cette problématique cyanobactérie, alors que finalement, les plans d'eau sont plus sensibles à cette problématique qu'à des contaminations fécales. Voilà. Juste, on y reviendra, mais là, sur les photos, j'ai illustré, donc ça, c'est le plan d'eau qui a été fermé donc, en 2017. Donc, on est sur des espèces qui sont planctoniques. Et là, j'ai mis une photo. C'est sur un autre plan d'eau, c'est chez nous aussi. Et là, c'est des espèces benthiques. Donc, le suivi et la gestion sont un tout petit peu différentes sur ces plans d'eau-là, sur cette problématique-là. Donc, nous, on a mis en place cette gestion du risque sanitaire en lien avec les cyanobactéries depuis plus d'une quinzaine d'années. Et on l'a un peu fait évoluer donc, depuis 2022, donc 2022-2023, pour répondre à l'instruction de 2021. Donc, la règle, quand même, la réglementation et les seuils à respecter et les conditions de fermeture, c'est quand même relativement clair dans cette instruction. Ensuite, cette instruction, elle laisse la possibilité aux ARS de soit rajouter dans le contrôle sanitaire des suivis pour suivre ce risque-là, soit s'il y a des organisations et déjà des choses qui sont mises sur le territoire, conserver ce qui est fait et ne pas venir rajouter encore des analyses. Donc, dans le département du Lot, l'ARS a validé le suivi et la gestion qui était faite dans le cadre du CIDED, et n'a pas rajouté en fait un suivi spécifique dans le contrôle sanitaire. Alors la première chose, et finalement c'est quelque chose d'assez indispensable et important, c'est l'observation visuelle quotidienne, parce que ça peut pas l'analyse c'est bien, mais le visuel, ça permet un premier niveau d'alerte. Là, c'est les responsables de baignade, quand ils prennent leur poste, systématiquement, ils vont faire ces observations visuelles de couleur de l'eau, de transparence de l'eau, et nous alerter s'il y a la moindre suspicion, quoi. Nous, on vient les voir en début de saison, on les sensibilise, on leur ce qui est important d'être vigilant. Globalement, ce qui est important, c'est d'être attentif à toutes les variations de couleur et de transparence d'un jour sur l'autre, parce qu'on a certains plans d'eau qui sont naturellement très colorés, donc il n'y a pas lieu de s'alerter, et puis d'autres plans d'eau qui peuvent d'un jour sur l'autre changer totalement de couleur, et donc là, il faut s'alerter. Et ensuite, on a mis en place un suivi analytique hebdomadaire avec une sonde de mesure in situ. Donc l'Algator, je pense que c'est un peu de ça qu'on parlait tout à l'heure. Cette sonde, elle permet une mesure rapide et instantanée de la chlorophylle dans le plan d'eau, et elle permet d'identifier la chlorophylle A qui est associée aux cyanobactéries et la chlorophylle A totale, donc avec tout le phytoplancton. Donc voilà, ça donne une valeur, ça donne une concentration. Après, il faut aussi le prendre avec du recul
Mais c'est pareil, un premier niveau d'alerte, ça permet d'éviter de faire un prélèvement systématique sur tous les plans d'eau, ce qui serait très coûteux et qui ne serait pas faisable en fait financièrement. Et donc ensuite, avec la connaissance que l'on a, donc on a défini des seuils d'alerte avec cette sonde, et en fonction du seuil, si on dépasse le seuil, là on réalise un prélèvement le plus représentatif possible. Pour ça, on a réalisé en interne des tubes pour prélever vraiment l'ensemble de la colonne d'eau, puisqu'on a vu que les cyanobactéries pouvaient migrer dans la colonne d'eau. Donc, on prélève dans la zone de baignade à différents points. Alors, on met dans le seau et ensuite, on fait un échantillon moyen. Donc, ensuite, ça part en laboratoire et donc, il y a une identification et une analyse du biovolume sur les cyanobactéries toxinogènes. Et donc, avec la nouvelle instruction, en fonction de ce biovolume de cyanobactéries toxinogènes, si on dépasse les 1 mm3 par litre, on déclenche l'analyse des toxines, donc des 4 toxines qu'on a vues tout à l'heure. Alors, le labo fait en fonction des espèces qu'il a identifiées, donc sur microcystine, cylindrospermopsine, anatoxine et saxitoxine. Donc, l'interdiction de baignade, s'il y a interdiction de baignade, c'est en fonction du résultat sur les toxines. Il y a quand même une information du public qui est faite quand on commence à dépasser ce biovolume de 1 mm3 par litre pour alerter le public et informer qu'il y a la présence de cyanobactéries et d'être vigilant, quoi. De bien se rincer après s'être baigné, de ne pas laisser les chiens aller boire l'eau, faire attention aux enfants, etc. Éviter de manger le poisson aussi. Je peux vous montrer vite fait la sonde de mesure in situ. Donc, c'est une algue à étorche donc, qui permet de mesurer Alors, on ne vous entend plus. Le micro est coupé. C'est ça? Oui, Ouais. non. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend. Votre micro a été coupé. Désolée. Donc là, c'est la sonde de mesure in situ, juste qui permet voilà, une première mesure rapide de la chlorophylle A totale, chlorophylle A des cyanobactéries et la turbidité. Voilà, donc juste pour récapituler la procédure globale, le premier niveau, donc c'est l'observation visuelle quotidienne qui est réalisée sur site par les surveillants de baignade. Nous, on exploite toutes les données et les indicateurs qui sont prévus dans le profil de baignade. Donc là, c'est plus large que les cyanobactéries. On inclut dans nos indicateurs, il y a la pluviométrie, enfin voilà, tous les indicateurs qui sont dans le profil. Si jamais on a prévu un risque de dégradation, bon, on recommande une fermeture temporaire. Si tous ces indicateurs-là sont plutôt bons, on va vérifier qu'on n'a pas de résultats qui soient mauvais sur les toxines ou sur les bactéries toxinogènes. Voilà. Et si tous ces indicateurs-là sont négatifs, bon, bah, il y a sinon, il y a soit une interdiction, soit une recommandation d'information si on commence à dépasser les seuils sur les cyanobactéries toxinogènes. Voilà, donc l'intérêt, donc ce protocole, il est validé par l'ARS depuis qu'il y a cette nouvelle instruction. Ça évite de multiplier les prélèvements, les analyses et de maîtriser les coûts, sachant quand même que le peu d'analyses qu'on fait, ça a déjà un coût. Surtout analyse des toxines qui sont de plus en plus chères parce qu'on analyse de plus en plus de toxines. Nous, le gros intérêt là dans le département du Lot avec cette sonde, c'est qu'on peut faire un suivi de tous les plans d'eau. Donc, même ceux qui sont finalement un peu moins à risque, on les suit quand même. On peut suivre tous ces plans d'eau et garantir la sécurité sanitaire. Donc là, en fait, c'était vraiment sur le suivi des cyanobactéries planctoniques.
Par rapport au benthique, donc on a un plan d'eau qui est un peu plus à risque. Donc notre discours, il est un peu orienté quand on va voir le surveillant de baignade par rapport à cette problématique-là. Sachant que les benthiques, elles font des gros paquets ensuite qui vont se décoller quand elles meurent et qui vont flotter à la surface, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'observation visuelle qui est très importante. Et si on commence à en voir, là, on prélève le paquet pour identifier. Donc, on n'a pas une vraie quantification, mais au moins, on a une identification qui peut se faire. Voilà, donc on a aussi une diffusion en direct des infos à l'ARS. Donc, toutes nos données là, sur les cyanobactéries et ce suivi, on le transmet à l'ARS en direct depuis voilà, que ça a été validé par rapport à cette nouvelle instruction. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite avec... Ah, il y a une question, pardon, de Monsieur Bignet. Allez-y, je vous laisse pas prendre la parole. J'arrive toujours en fin de réflexion, mais il y a une différence aussi entre parce qu'on peut avoir deux constats sur l'ensemble du plan d'eau, entre la présence de cyanobactéries dans la zone de baignade et d'autres en dehors de la zone de baignade où se déroulent les activités nautiques. La difficulté avec la réglementation ARS aujourd'hui, c'est qu'elle inclut l'ensemble des activités et qu'il faut qu'on passe quasiment sur un protocole spécifique qui permette de sortir l'activité nautique de la zone de baignade pour pouvoir permettre la continuité des activités si jamais les cyanobactéries étaient présentes dans le benthique et pas dans la colonne d'eau. Mais ça demande des protocoles et c'est un peu complexe à mettre en œuvre sur le terrain, mais ça permet de sauver quelques activités, même si c'est très très difficile à faire comprendre aux acteurs et aux gens qui sont autour de la zone de baignade. Donc, je ne sais pas si d'autres lacs ont déjà mis en place ces protocoles-là, d'autres structures. Ben, en fait, nous, là, sur ces plans d'eau, c'est vraiment des petits plans d'eau. Hein. Donc, il y en a, sur les 8, il y en a peut-être un où il y a aussi d'autres activités, mais vraiment à la marge. Après, on a quand même une prise d'eau potable. Donc, sur la prise d'eau potable, il y a un autre suivi spécifique, mais en fait, on s'envoie les données, voilà, sachant qu'on est sur deux berges opposées. Donc, effectivement, les blooms ne sont pas forcément en même temps et on n'est pas forcément non plus sur les mêmes espèces. Ok, merci. Alors, je vais laisser la parole à Madame Valade, je vous en prie. Oui, effectivement, je voulais savoir quel est le coût des analyses, le coût résiduel à la charge des responsables de baignade. Alors là, comme ça, je ne peux pas vous dire le coût réel. Nous, c'est mutualisé au sein du CIDEN. Donc, nos adhérents, en fait, on leur fait, nos élus votent un forfait en fin d'année. Donc, en fait, toutes nos interventions, c'est un forfait pour toutes les baignades. Et ensuite, sur certaines baignades, on va faire plus d'analyses que d'autres. Le coût réel de l'analyse, là, comme ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas. Désolée. Ok. Merci. Merci pour vos questions. Alors, je vois que Monsieur Thibaudeau, vous vouliez prendre la parole, allez-y. Écoutez, c'est pour essayer de répondre à la question de Mme Valade. En ce qui concerne le plan d'eau d'Aiguzon, on a 3 lieux de prélèvement parce que c'est un grand plan d'eau, il y a 3 communes. Chaque commune sur sa plage est actuellement dans l'obligation de faire un prélèvement, bien sûr sous contrôle de l'ARS et par un laboratoire choisi par l'ARS. Et chaque analyse se situe aux alentours de 400 €. Sachant qu'on en fait une par semaine en juillet et août, vous pouvez faire rapidement le calcul. C'est un coût, alors l'analyse est obligatoire, mais c'est un coût assez important. Mais bon, bien sûr, il faut le faire. Merci pour cette réponse. Mais j'en profite justement pour que vous puissiez prendre la parole dès maintenant pour présenter un petit peu le cas d'Aiguzon-Chantôme et puis les problématiques qui sont rencontrées sur votre site. Alors, je ne sais pas si François, puisqu'on est en binôme, là, veut prendre la parole. François, tu lèves la main. Nous, on est beaucoup moins avancé dans la démarche, si vous voulez. On en arrive au constat qu'il faut se lancer dans une action sur 15 ou 20 ans.
le lac est touché par l'eutrophisation avec un retour récurrent des cyanobactéries, mais pas chaque année. On a été touché cette année plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines, je crois. Et en 2021-2022, il n'y a pratiquement rien eu et les activités ont pu se faire tout à fait normalement. Alors d'abord, présenter un peu le plan d'eau par rapport aux présentations précédentes. Je suis désolé, on n'a pas fait de PowerPoint, mais s'il y a une prochaine fois, je vous promets, on en réalisera un. C'est le plus grand plan d'eau de la région centre. C'est un plan d'eau qui fait 15 km de long et on a des largeurs, rive droite, rive gauche, jusqu'à 500 mètres, 54 millions de mètres cubes. Donc c'est un plan d'eau vraiment important, 350 hectares. La profondeur la plus grande se situe bien sûr en aval au niveau du barrage, puisque c'est un lac de retenue, barrage EDF. On est à 54 mètres de profondeur d'eau. Il y a 4 communes qui sont concernées par ce lac, ce qui complexifie les choses, indépendamment de la surface et de la grandeur, c'est qu'on est à cheval sur la région centre et la région Nouvelle-Aquitaine. Et la 4e commune, ou la première, comme on veut, c'est une commune de la Creuse, Creusan. Et qui plus est, il y a 2 lacs en amont qui se situent donc en Creuse et qui sont aussi touchés par le phénomène des cyanobactéries. Donc je vous laisse imaginer l'importance du bassin versant. Et au regard de ce qui a été signalé, et que je félicite par exemple EDA, mais je crois que EDA a dû participer à la journée scientifique au Muséum d'histoire naturelle, et donc j'ai eu un bel exposé tout à fait intéressant. Bravo pour ce qui est fait à EDA. Donc nous, les enjeux sont importants parce qu'on a beaucoup d'activités. D'ailleurs, la préfecture, on travaille avec la préfecture pour revoir la réglementation et un certain nombre de points. L'activité est en forte hausse, donc ski, voile, paddle, canoë-kayak, bateau électrique, baignade, etc. Et les enjeux sont donc très lourds, hein, parce que quand on interdit la baignade, eh bien évidemment, on le ressent d'un point de vue économique très fortement. La présence des cyanos, elle est très ancienne sur le lac des Guzons. On a déjà des résultats d'analyse très anciens dans les années 70 qui montrent la présence de cyanobactéries. Le phénomène, bien sûr, est maintenant beaucoup plus prégnant, notamment avec la montée en puissance des réglementations, du rôle de l'ANSES. Et sur Éguzon, on a essayé de comprendre ça fait déjà quelque temps, et on a organisé des journées scientifiques avec quelques scientifiques qui sont un petit peu connus dans le monde des cyanos, comme Jean-Christophe Laplace, Frédéric Pitois, des gens du CRESEB. Voilà. Et on a bien compris la complexité du phénomène. On a essayé un certain nombre de solutions, même si ça n'en est pas, les ultrasons, l'oxygénation, et on s'est aperçu que les résultats étaient faibles, mais en même temps, quand on ramène ça à la grandeur du plan d'eau, à la profondeur, effectivement, il faut essayer d'aller à la racine, et je partage tout à fait ce qui a été dit, notamment par Madame Delphine Latour, quand il y a un phénomène d'eutrophisation, il faut se lancer dans un travail de longue durée. Donc c'est ce qu'on voudrait faire, nous, et on a une réunion le 12 octobre avec l'ARS. Il y a un syndicat sur un grand bassin Creuse-Vienne qui va se mettre en place, et on voudrait donc essayer de voir ce qu'il serait possible de faire dans un travail collaboratif avec eux. Merci à Madame Latour, parce que vraiment, si on avait à réorganiser une journée scientifique, on ne manquerait pas de l'inviter pour qu'elle nous apporte tous ces éléments informatifs sur les cyanos. Je terminerai là-dessus, on est tout à fait conscient qu'il faut faire un gros travail de prélèvement. On avait pensé à un moment faire travailler 1 ou 2 doctorants sur le sujet, d'autant plus que
Le bassin versant est vraiment très grand. Ça veut dire qu'il faudrait faire un grand nombre de prélèvements, d'analyses, d'observations. On pense aussi que, sans en être sûr, parce que là, il faut un travail d'observation scientifique avant de dire quoi que ce soit, qu'il peut, je dis bien qu'il peut, ce ne sont même pas des hypothèses, hein, ce sont les intrants agricoles, les stations d'épuration, et on a aussi une fromagerie, mais à la limite, c'est le coupable idéal, une fromagerie donc, qui a déjà un petit bassin de décantation, comme un lagunage, qui rejette ses eaux en aval dans la Creuse. Mais tant qu'on n'aura pas mis en place une politique de prélèvement systématique sur des lieux bien choisis qui représenteront l'étendue du bassin versant, on ne pourra pas honnêtement, véritablement poser des hypothèses sur le travail à réaliser. En tous les cas, on se doute qu'il faudra intervenir sur les sédiments. Le volume des sédiments est absolument énorme, pour le moment absolument inquantifiable, mais on sait, lors des vidanges du lac des Gusons, qui ont eu lieu en 54, 67 et 88, on a bien vu qu'il y avait un volume de sédiments absolument énorme. Voilà donc pour l'état des lieux autour du lac des Gusons. Et nous, on est prêts à se lancer dans une action de longue durée, sachant qu'il y a plusieurs zones humides, qu'il y a des dizaines de kilomètres à traiter. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Un lac avec beaucoup d'eutrophisation, ou le résultat d'un travail certainement difficile, approfondi, pour laisser des lieux de vie plus corrects. Je voudrais simplement rajouter quelques mots par rapport à ce qu'a dit Jean-Paul. Bon, vous l'avez compris, on est au début d'un travail effectivement titanesque, et je pense que la taille évidemment du plan d'eau, l'importance de son bassin versant constitue un coefficient multiplicateur sans doute important pour le coût des opérations, quelles qu'elles soient, qu'on pourrait être amené à conduire. Donc forcément, on est sur une temporalité et des volumes, quels que soient les critères qu'on prenne, qui sont très importants et qui ne pourront pas évidemment engager que notre seule commune ou même les seules communes riveraines, mais de manière plus large et même beaucoup plus large, différents types d'acteurs. Ce que j'aimerais simplement ajouter, comme je suis le référent pavillon bleu de la commune, c'est la difficulté que nous éprouvons vis-à-vis des usagers de nos installations au bord du lac et de notre baignade, à faire comprendre, notamment depuis que nous sommes labellisés pavillon bleu, paradoxalement, le paradoxe qui a été pointé d'ailleurs dans une des présentations qui a été faite, et je remercie l'ensemble des auteurs des présentations, c'était très intéressant, d'avoir une eau qui est classée en qualité excellente par l'ARS, et d'avoir des problèmes de cyanobactéries et de fermeture de baignade. Bon, nous ici, je pense que nous savons tous quelles sont les explications d'ordre réglementaire et sanitaire qui peuvent expliquer ce paradoxe, qui n'est pas une contradiction, mais simplement un paradoxe. Mais pour le profane, pour le commun des mortels, il faut quand même bien avouer que ce n'est pas très intuitif, et que souvent on entend revenir le mot de la part des usagers de la baignade, le mot de pollution, le mot, etc. Bon, ce sont des choses qu'on essaye évidemment de réexpliquer, de remettre en contexte, etc. Mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, hein, et en dépit de toute la pédagogie qu'on peut faire, un préjudice en termes d'image. Il faut dire qu'on n'est souvent pas très aidé par la presse locale, qui est bien contente l'été où elle n'a pas grand-chose à raconter, de faire ses premières pages sur les baignades qui ferment, mais qui ne fait jamais de première page sur les baignades qui rouvrent. Et en l'occurrence, le caractère assez aléatoire des résultats d'analyse en matière de cyanobactéries fait que souvent ça ferme, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre, et on joue avec les effets de seuil et au petit bonheur la chance des zones de prélèvement, et tout cela n'est pas compréhensible, je pense, par les usagers. Alors là, pour le coup, le fait qu'il y ait un désaccord, on va dire, sur les conséquences en termes de réglementation sur les cyanobactéries au niveau de l'Europe et au niveau de la France, nous profite en un sens, parce que le fait qu'on ait des cyanos ne nous empêche pas d'être labellisés pavillon bleu.
Donc tant mieux. S'il y avait un alignement sur la position, on va dire, dure, entre guillemets, de la France, ça ne nous serait pas profitable. Mais pour autant, cette cacophonie, hein, j'oserais dire le mot, avec les ARS en plus, on l'a vu cet été avec Jean-Paul, qui change les règles du jeu toutes les 2 semaines et qui ne savent plus trop quoi nous proposer en termes de suivi et d'accompagnement et de contraintes surtout, hein, puisqu'il s'agit quand même surtout de ça sur les analyses. Nous-mêmes, les élus, on a du mal à suivre et les citoyens, ils ont complètement perdu l'affaire. Donc je pense qu'il faudrait aussi qu'on porte collectivement, alors peut-être à travers le label qui nous réunit, mais je pense qu'on le fait aussi à d'autres niveaux, une demande vis-à-vis de l'État qui soit une demande de clarification des règles à cet égard, et qu'on ne soit pas simplement dans la contrainte et dans l'interdiction. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut protéger la santé des gens, ça, c'est pas une difficulté, mais qu'on soit aussi dans l'accompagnement et dans l'action. Quelle possibilité peut-on avoir de réutiliser certains PowerPoint? Dans ce qu'on fait en général au pavillon bleu, c'est qu'on vous repartage les présentations pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires et importantes de toutes ces présentations, et puis que vous puissiez également reprendre contact directement avec ceux qui ont participé et qui sont intervenus pendant ce webinaire, pour que vous puissiez échanger justement plus précisément sur ces points-là. Je pense que le label est aussi un objet de partage d'expérience et de partage de savoir et d'entraide sur ces problématiques. Donc, si vous le souhaitez, nous pouvons revenir, rééchanger nos contacts, et puis je peux voir avec les intervenants si vous le souhaitez pour qu'ils puissent vous partager leur savoir et puis leur PowerPoint. Volontiers. Très bien. Alors, sans plus tarder, donc là, il n'y a plus de questions. Je vois qu'on a dépassé un petit peu l'heure. Le sujet est intéressant, et puis il y a beaucoup de différentes situations. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Roucan, qui va nous présenter la situation de Cournon d'Auvergne pour conclure ce webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes, si on ne l'a pas fait autrement. Nous, on a un petit lac qui fait 6 hectares, qui est en fait, vous voyez sur la photo de gauche, une ancienne gravière dans l'ancien lit de la rivière Allier, et qui est pris dans ce méandre là de l'Allier. Donc c'est un ancien site industriel. Et donc, quelques particularités quand même de ce lac, c'est qu'il n'a pas d'exutoire, c'est la nappe, de la rivière qui est là, et on n'a pas une entrée, une sortie déjà de ce lac. C'était déjà un peu compliqué à faire remarquer, parce que c'est tout à fait une situation spéciale qui nous empêche de faire beaucoup de choses, vous verrez. Donc en fait, on a commencé à faire un état des lieux, hein, un diagnostic pour nous. Comment le lac était alimenté, comment il se remplissait, comment il se vidait, où et quand, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui faisait qu'on avait des problèmes récurrents de cyanobactéries, puisqu'on a fermé à peu près pendant 6 à 7 ans, on a fermé très très régulièrement le lac, quitte même des fois à ne pas l'ouvrir du tout. Donc chacun y allait de sa théorie sur la luminosité, la chaleur, la température, la pluviométrie, etc. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que finalement, on avait beaucoup d'activités sur ce lac, et que le lac ne pouvait pas supporter toutes ces activités-là. Donc en fait, après cette analyse, on a fait... Ah, j'arrive pas à passer là. Voilà, hop là, ça va un peu vite. Voilà. On a analysé un peu toutes les causes. On a essayé de trouver tous les facteurs qui pouvaient nuire au bon état de l'eau. Hein, des fréquentations très intenses. On a eu des pics à plus de 1000 baigneurs en instantané. On a fait compter à peu près à des stagiaires, les pauvres, la fréquentation annuelle de cet endroit, enfin l'ensemble du lac. On est à plus de 300 000 personnes, donc c'est énorme. Donc c'est très très anthropisé. On a essayé de trouver donc des systèmes sur la température, l'oxygénation, etc., l'empoisonnement, les souches de bactéries très, très résistantes. On savait qu'on était, par exemple, il y avait beaucoup de cylindrospermosis qui étaient présentes dans l'eau et qui étaient vraiment le facteur contaminant.
Là-dessus, on s'est adjoint un profil de baignade, bien sûr. Et ce profil de baignade nous a indiqué plusieurs choses sur le bassin versant, sur la façon dont on pouvait, analyser un peu plus notre plan d'eau, analyser les causes et puis les effets que l'on voyait. Donc, on a procédé par étapes, bien sûr. On a essayé de connaître déjà la biomasse et d'analyser le sédiment pour voir qu'est-ce qu'on avait là-dedans, combien il y en avait. Puis, on était à peu près à 10 000 mètres cubes de vase visibles. On était aussi avec un empoisonnement qui était extraordinairement lourd. On était à presque 3 tonnes. On a fait une pêche de comptage. Et à ce moment-là, on a à peu près trouvé 3 tonnes de poissons à l'hectare. C'est-à-dire qu'on avait une relation qui était un peu bizarre avec les pêcheurs qui avaient une convention avec la mairie. C'est-à-dire qu'ils pêchaient en no-kill, ils pêchaient exclusivement quasiment avec la carpe. Et voilà. Et donc, ils appâtaient énormément et rempoisonnaient tout le temps le lac. Donc là, on a eu une petite alerte là-dessus, sur l'idée que déjà, il y avait beaucoup de biomasse dans ce lac. On a essayé aussi de communiquer, on a essayé de faire des réunions de concertation. On a installé aussi un comité de pilotage pour le profil de baignade, justement, pour que les élus, les services techniques, on a invité l'ARS évidemment à venir écouter tout ça, voir comment ça pouvait se passer. On a essayé de déterminer des causes, évidemment. On a essayé de séparer les activités, parce qu'il n'y avait pas de règlement sur notre lac, donc on a élaboré un règlement. Mon prédécesseur avait installé un rideau de bulles pour essayer d'oxygéner la partie au moins baignade. Ça ne fonctionne pas bien. On a fait l'expérience que ça ne fonctionnait pas bien. Au-dessus de 300 000 cyanobactéries au millilitre, le rideau devient complètement transparent. On a installé aussi une sonde pour avoir un contrôle continu en cyanobactéries, pour nous donner justement le même principe que la sonde dont on vous a présenté les effets tout à l'heure. Voilà, donc on a continué ce genre de connaissances. On a imaginé ces connaissances-là. On a communiqué beaucoup auprès de nos usagers parce qu'ils n'avaient pas, cette conscience de leur plan d'eau, de son fonctionnement, de ses problèmes, etc. Tout à l'heure, oui, si les cyanobactéries ne sont pas des algues, ce n'est pas non plus une pollution, au sens où on l'entend généralement avec des hydrocarbures ou autre chose. Donc c'était un peu compliqué, mais il fallait changer un peu ces discours-là. On y est arrivé à peu près. Et puis, on a imaginé des travaux. Donc, on s'est penché aussi à côté de la biomasse, on s'est penché aussi sur les taux de nutriments. On s'est aperçu que les taux de nutriments augmentaient très fort en même temps que ce qui passait comme nutriments dans la rivière, en particulier au moment de l'arrosage de l'irrigation agricole, et on avait des multiplications azote-phosphore très importantes dans la rivière Allier, puis du coup, par effet domino un peu dans le lac. Donc, pour travailler là-dessus, on n'avait pas beaucoup de champs de travail, puisque on n'a pas, je vous dis, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de sortie, on n'a pas non plus beaucoup de possibilités de travail autrement que sur les nutriments et la matière organique. Donc on a travaillé sur les berges, on a végétalisé énormément les berges. C'est pareil, comme c'était un lac de loisirs, un petit lac de loisirs, on voulait faire propre. Et donc les berges étaient très très nettes. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de végétation du tout. On traitait même au Roundup un peu comme ça de temps en temps, donc c'était bien. Et puis voilà. Donc on a utilisé du travail sur les berges. Vous voyez, il y a des chantiers de plantation qui ont été mis en route. On a augmenté un peu le volume des berges, on les a retenues. Ça a évité beaucoup de lessivage. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un me parlait du lessivage après orage. On avait exactement ce phénomène-là. Il est aujourd'hui très, très atténué parce que justement, on a créé cette barrière ici entre la berge lessivée et l'eau. Et puis, tous ces végétaux servent aussi à utiliser énormément le phosphore et l'azote pris dans le lac. On a utilisé aussi des radeaux végétalisés. Ça fait beaucoup parler les gens. Mais on a installé des radeaux flottants végétalisés au milieu de ce petit lac. Et ça, vraiment, on voit aujourd'hui, au bout de 5 ans, que ça a un effet vraiment sur les nutriments. Donc, on avait ça. Et puis, on a fait, je vous disais, une action sur la piscifaune. On a
quasiment, bon, on a quasiment, oui, enlevé tout ce qui était poisson fouisseur dans le lac. Donc les carpes, silures qui avaient été lâchées, on a même eu un esturgeon, les poissons-chats, tout ça, etc. On les a capturés et enlevés, et on a changé les poissons par des espèces de carnassiers, et en fait du black bass broché et puis truite, il reste quelques-unes. Voilà. Donc ça a permis, on le pense, d'améliorer très nettement l'état du lac. On a aussi créé une cascade parce qu'on s'est aperçu évidemment que l'eau du lac ne bougeait pas, elle n'était pas du tout en mouvement. Donc on avait des colonnes d'eau très homogènes en température, en nutriments, en cyanobactéries, etc. Donc on a créé une cascade à partir d'une prise d'eau qui était existante mais qui n'était plus de l'eau potable parce qu'elle était très chargée en magnésium. Et ça nous a permis comme ça d'amener de l'eau qui est froide déjà, qui est à entre 12 et 14 degrés toute l'année, et puis qui est exempte de cyanobactéries. Donc il y a un effet sûrement de dilution et un effet thermique dans l'eau qui est important. On s'est équipé aussi d'un brasseur, vous voyez sur la droite, qui lui brasse toute la journée, toute la nuit, il brasse l'eau, il essaie de mettre l'eau en mouvement, etc. Et ces deux appareils-là, ces deux travaux-là ont permis ça. On a trouvé aussi, on a fait travailler pas mal de gens là-dessus. On a essayé de voir quand est-ce qu'on avait des pics ou des abondances de cyanobactéries, quand est-ce qu'on les avait par rapport aux fermetures de baignade, par rapport aux baignades, par rapport aussi au fonctionnement des appareils, que ce soit la cascade ou le brasseur d'eau. Est-ce que la végétalisation depuis le temps a peut-être eu un effet là-dessus? Alors c'est difficile à savoir, hein, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à interpréter, on peut que regarder un peu comme ça, mais on a trouvé quand même que l'abondance et la diversité des cyanobactéries, elle est homogène dans l'eau. La cylindrospermosis, c'est l'espèce responsable pour nous des proliférations. La température de l'eau, ça détermine, on a trouvé vraiment, on a montré que ça détermine un intervalle d'apparition possible des pics. C'est-à-dire qu'on a vraiment une fourchette, on a une fourchette de température qui permet justement ces apparitions. Des concentrations d'orthophosphate donc, qui permettent l'apparition aussi de ces pics d'abondance. Et la consommation de l'orthophosphate, c'est une des actions les plus importantes que l'on a. Là-dessus, on essaie d'être vraiment pertinent là-dessus. On continuera sûrement à végétaliser. C'est pour nous le seul moyen que l'on a. Les orthophosphates donc, sont apportés directement sous cette forme dans le plan d'eau. Et c'est les formes organiques du phosphate que vous connaissez bien. Voilà. Donc on a fait ça et du coup on a fait un plan d'action comme ça sur aujourd'hui jusqu'en 2028 pour signaler à peu près les actions à faire, à continuer à entretenir, puisque aujourd'hui, malgré le changement de protocole de l'ARS, on est arrivé à ne plus fermer depuis 4 ans. Donc, est-ce que c'est vraiment lié à tout ce qu'on a fait? On l'espère et on le pense. Est-ce que des facteurs extérieurs font que on est passé dans des périodes favorables? Je ne crois pas, parce que finalement, quand on analyse les écarts de température, enfin les épisodes de température, luminosité, etc., on s'aperçoit qu'on est quand même sur des années très moyennes. Il n'y a pas d'aléa très fort qui nous montrerait qu'il existe autre chose, un autre facteur très important. Donc nous, c'était vraiment ça, la biomasse et la matière organique, avec tout le cycle des oxydations, etc., que vous connaissez. Et puis l'absorption par les végétaux, par les radeaux et par les berges des nutriments. On a pu aller que là-dessus, on y a été bien, et je pense que c'est ça qui nous a fait ce résultat-là. Voilà. Merci, Monsieur Roucan. Alors, Avec est-ce plaisir. qu'il y a des questions justement sur les installations qui ont pu être mises en place sur le lac de Cournon? Des dernières questions par rapport à des observations également. Si vous le souhaitez, je vous laisse la parole à la fin de ce webinaire qui va se conclure dans peu de temps. Alors,
pour compléter un peu, on a été aussi comment dire, démarché par tout un tas de systèmes, de gens qui vendent des systèmes oxygénés, ultrasons, effet Doppler, machin, enfin, il y a tout un tas de trucs. Donc, on n'a rien trouvé de très pertinent, hein. En tous les cas, pour notre lac. J'ai entendu tout à l'heure que, a priori, les ultrasons fonctionnaient bien à un endroit. Tant mieux pour vous. Pour nous, ça a été un échec complet. Ça n'a eu aucun effet, mais aucun effet. Donc, voilà, on est passé, donc, je vous dis, sur ces deux systèmes-là, qui sont aussi pas très onéreux dans leur réalisation. Je ne sais plus à combien est le traitement par l'eau oxygénée, mais on nous avait promis, je crois, 4 passages pour être à peu près tranquille, à 10 ou 15 000 euros le passage, je crois. Donc, ça fait quand même des investissements qui se méritent. Alors, je vais laisser la parole à Madame Valade qui a une question, qui a levé la main. Oui, je réponds sur l'appareil à ultrasons. On a un plan d'eau de 6 hectares. On a la chance d'avoir un petit bassin versant. On abaisse le plan d'eau tous les ans. Tout l'hiver, pendant 3 mois, le plan d'eau est abaissé. Et on a la chance d'avoir une île juste en face de la baignade qui nous a permis d'installer l'appareil à ultrasons. Donc, on a toutes ces possibilités-là qui ne sont pas effectivement présentes sur tous les sites. Oui, mais c'est ça, c'est aussi ce que vous dites, Madame Valade, c'est que on a une telle diversité de sites, une telle diversité de causes. En fait, il faut faire du sur-mesure, et c'est quasiment, oui, du sur-mesure pour chaque site. Je sais qu'on me demande pas mal de venir en Auvergne, faire des tours, voir d'autres sites, mais les conditions sont tellement différentes de site à site que voilà, on ne peut faire que du sur-mesure. Donc oui, voilà, comme vous pouviez le dire, c'est vrai qu'on constate qu'il y a de nombreuses solutions, mais qui sont adaptées souvent au site sur lequel la problématique des cyanobactéries est présente. Je voulais remercier tous les intervenants qui ont pu alimenter et qui ont pu enrichir ces échanges. Comme je le disais tout à l'heure, je reviendrai vers vous pour que vous puissiez avoir les présentations si les intervenants veulent bien partager les présentations. Après, au sein du label, nous, on reste très attentifs sur toutes ces questions de cyanobactéries qui, on le sait, sont pénalisantes pour des zones de baignade qui ouvrent 2 mois dans l'année. Donc, on restera aussi disponible pour faire des retours d'expérience ou pour vous partager des expériences de certains candidats. Le label peut être un outil opportun pour partager justement ces connaissances. En tout cas, si vous avez la moindre question sur les candidatures, sur la démarche de labellisation ou même sur ces problématiques de cyanobactéries, on reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous pour la participation et puis on va pouvoir conclure ce webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.